Avec nous, à Panem 360, il y a un festival de musique hivernale qui est présenté par l'Orchestre symphonique de Laval. Quelle bonne idée d'évoquer la musique de l'hiver à travers le répertoire classique, récent ou moins récent. Et avec nous, deux chefs m'ont présenté deux programmes dans le même contexte. Donc, André Ferrer présente un programme cette semaine et la semaine suivante, Jean-Michel Malouf va diriger un second programme. Alors, messieurs, bonjour. Alors donc, merci d'avoir accepté cette invitation. On est très content de vous avoir avec nous. Et en même temps, j'aimerais savoir, dans un premier temps, qu'est-ce qui vous a motivé lorsque l'Orchestre symphonique de Laval vous a approché pour justement évoquer l'hiver à travers des programmes bien préparés, évidemment? Ce qui nous motive souvent, c'est la qualité de l'ensemble, c'est le répertoire, c'est de découvrir des nouvelles choses aussi. Donc, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, je connaissais mal le ballet complet de Pulcinella. Donc, ça m'a permis un peu de travailler là-dessus. Parce qu'on en connaît à peu près la moitié, qui est une suite qu'on joue relativement plus souvent, mais le reste du ballet, on le fait jamais. Et surtout d'avoir les danseurs sur scène, les chanteurs aussi, donc c'est un autre défi. Et l'autre partie du concert, qui sont 2 pièces pour cordes, ça aussi, ça me motive beaucoup parce que moi, je suis violoniste à la base, donc j'ai déjà joué ce répertoire-là souvent. Donc, vous le connaissez bien en tant que violoniste. Oui, donc ça me permet de travailler une autre facette de ce répertoire-là, mais c'est surtout pour le Stravinsky, pour le ballet, parce que, comme je vous disais, il y a vraiment des bouts là-dedans que je ne connaissais pas du tout avant de m'y mettre il y a quelques mois. Et je connais un peu la plupart des musiciens de l'orchestre, donc ça fait plaisir de voir des faces que je connais, vu qu'on voyage relativement souvent, puis des fois, c'est des rencontres avec des nouvelles personnes, nouveaux ensembles qu'on ne connaît absolument pas. Donc, avoir quelques amis dans les orchestres, c'est toujours un plaisir parce qu'on a des faces un peu plus connues, on se sent plus confortable, disons. Donc, vous allez présenter ce programme-là la semaine prochaine, alors que Jean-Michel va diriger le premier programme, je crois. Et donc, vous pourriez peut-être nous expliquer ce qui vous a attiré par cette proposition-là, Jean-Michel? Bien, comme disait André, il parlait de la musique pour cordes qu'il a lui-même joué, donc qui est un répertoire qu'il connaît bien, qui était c'est toujours agréable de diriger du répertoire qu'on a joué. Moi, comme tromboniste, j'ai beaucoup joué les musiques de films. J'ai eu beaucoup de plaisir à jouer les musiques de films, comme la musique de Star Wars ou même les Wagner, qui sont pas de la musique de film, des grandes musiques d'opéra, mais qui, pour les cuivres, c'est un peu le même trip, si je peux dire, là, parce qu'on a beaucoup à jouer. On a souvent des trucs mélodiques. On est très en évidence, on peut jouer fort. Donc, c'est vraiment une musique qui est agréable à jouer. Puis de la diriger, c'est sûr qu'il y a un côté pour moi qui est très excitant parce que aussi, comme disait André, encore une fois, il y a beaucoup de gens qu'on connaît dans l'orchestre, puis je vois même des trombonistes qui étaient avec moi à l'école, au conservatoire à l'époque. Puis je les vois jouer ce répertoire-là, puis j'ai beaucoup de plaisir à les diriger, à les voir jouer ça. Il y a un petit fond de jalousie en même temps, parce que des fois, je retournerais bien dans la section de trombone pour jouer quelques passages, parce que c'est vraiment, vraiment le fun à jouer. Et vous connaissez aussi des musiciens. On sait que dans les orchestres symphoniques hors Montréal, même on peut inclure l'Orchestre métropolitain aussi à Montréal et d'autres orchestres, d'autres grandes formations, orchestres de chambre. Tout le monde joue. Il y a plein de musiciens qui jouent dans plusieurs orchestres, donc vous les connaissez bien. Vous en connaissez à tout le moins une bonne portion, quoi. Je dirais qu'il y en a plus que je connais qu'il y en a que je connais pas. Okay. Que ce soit parce que j'ai été à l'école avec eux ou qu'il y en a même à qui j'ai enseigné. Et ça, c'est plus rare, là, mais ça commence à être de plus en plus fréquent. Et puis, évidemment, il y en a qui jouent dans d'autres orchestres que j'ai dirigés, que ce soit à Chicoutimi ou à Sherbrooke. Mes deux orchestres, il y a plusieurs musiciens qui sont dans les deux orchestres et qui jouent aussi à Laval. Donc, on est en terrain connu, là, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est ça. Évidemment, il y a beaucoup de très bons musiciens, de très bonnes musiciennes au Québec. Et donc, évidemment, les meilleurs sont sollicités dans plusieurs orchestres. Donc, oui, présentement, il y a énormément de concerts présentement. Ma conjointe, moi, est violoncelliste, travaille à la Pige, puis elle refuse des engagements chaque semaine. Là, c'est vraiment très fertile présentement. OK. Maintenant, si on plonge davantage dans les répertoires, on va commencer avec Jean-Michel Malouf. Bon,
c'est très intéressant parce que vous présentez de la musique de John Williams, vous présentez du Richard Wagner et vous présentez de la musique du Seigneur des Anneaux. C'est sûr que, évidemment, c'est une légende, une sorte de légende arthurienne, le Seigneur des Anneaux, et qui s'inspire beaucoup des opéras de Wagner, où l'anneau est aussi très présent, qui remonte, évidemment, ça puise dans des vieilles légendes moyenâgeuses d'Europe et de Scandinavie aussi, je crois. Et donc, évidemment, il y a un lien là-dedans. Il y a vraiment un lien musical qui est tellement fort aussi. On voit l'inspiration que Wagner, en fait, l'influence que Wagner a eue sur les deux compositeurs, sur John Williams et aussi sur Shore, sur la musique du Seigneur des Anneaux. On voit les influences. Puis dans John Williams, il y a certains passages, même dans les films, où c'est fascinant de voir à quel point c'est une musique qui est originale, qui est très personnelle, mais en même temps, comment les influences des grands compositeurs romantiques ont été là, particulièrement Wagner, mais il y en a plusieurs autres aussi, dont Williams s'est inspiré. Donc, c'est vraiment un beau programme parce que même si on a plusieurs compositeurs différents, on peut penser qu'on va à gauche et à droite. Il y a vraiment un bon fil conducteur entre les différentes pièces au niveau de l'orchestration, au niveau de la façon que les thèmes sont développés, étant donné que, comme vous le disiez, c'est une thématique qui se ressemble d'une pièce à l'autre. Donc, ça fait un très, très beau programme. Oui. C'est intéressant de constater, c'est loin d'être le seul programme construit sur une telle charpente. C'est-à-dire qu'on persille des musiques de films plus récentes qui sont d'inspiration post-romantique ou romantique avec du vrai répertoire romantique, entre guillemets. Je dis vrai parce que je veux pas hiérarchiser la qualité des œuvres, mais quand même, on peut pas s'empêcher d'y penser un petit peu. C'est-à-dire évidemment, on sait que le public d'aujourd'hui a été davantage plongé dans le répertoire des musiques de films que dans le répertoire réel, romantique qui l'a inspiré. Et qu'en pensez-vous, Jean-Michel Malouf, là-dessus? Ben, c'est pour ça que je parlais du programme qui est bien dosé. On a la musique de film, évidemment. Quand Star Wars commence, on joue une note, puis tout le public fait « Ah! » on se reconnaît tout de suite, là. Puis même il y a un effet sur moi, j'ai l'impression de retomber en enfance quand j'entends juste le premier « Oui! » Puis là, ça commence, puis là, ah! Je replonge là-dedans. Mais dans les musiques classiques qui ont été beaucoup utilisées, on a ce feeling-là aussi des fois, puis c'est pour ça que je trouve que Le Chevauché des Valkyries de Wagner est un excellent choix, parce que les gens vont avoir la même impression et peut-être probablement la même réaction quand ils vont entendre ça. C'est aussi commun pour eux que la musique de Star Wars, parce que ça a été tellement utilisé, puis c'est tellement une musique qui est envoûtante, que c'est quasiment armes égales entre le Wagner et le Williams là-dessus. Très intéressant. Pensez-vous que ça témoigne quand même du peu d'impact des musiques plus modernes, puisqu'on voit ça de plus en plus, ce mélange de musique très connue du public, même s'ils ne l'ont pas intégré consciemment, et le répertoire originel, romantique ou post-romantique. Pensez-vous que c'est symptomatique du peu d'impact des musiques plus récentes ou même modernes, à la limite, dans la musique orchestrale ou symphonique? En fait, je pense que quand on utilise beaucoup la musique de film, évidemment, c'est une musique qui a été composée dans un contexte qui est différent et qui a une utilité et un rôle différent. Si on joue, par exemple, si on jouait une trame sonore au complet, s'il n'y a pas le film en même temps, ce serait complètement inintéressant. Alors que quand on joue une musique de film comme Star Wars, on joue la suite, c'est pas la musique du film proprement. En fait, c'est la musique du film, oui, mais c'est pas la musique qui joue précisément et exactement pendant le film. On en sélectionne des passages, puis on fait une pièce avec ça qui se tient. Donc, ça, c'est une chose au niveau de la musique moderne. Évidemment, il y a des musiques modernes qui sont vraiment plus classiques dans le sens que c'est de la musique de concert. Cette musique-là, effectivement, est plus difficile à rendre, mais je pense pas que ça diminue nécessairement sa valeur. Et je pense que c'est une excellente idée aussi de combiner ces deux, la musique comme vous appeliez le vrai romantique, avec cette musique-là de film, ou d'intégrer ça dans nos concerts. Ça nous permet justement d'aller offrir au public des trucs qui sont peut-être plus originaux, qui sont peut-être plus difficiles d'approche à prime abord, mais qui vont quand même plaire aux gens si on réussit juste à les amener dans la salle et à leur présenter cette musique-là. Croyez-vous que ça peut être un piège, c'est-à-dire que finalement, le transfert ne se fait pas? On le constate souvent avec la pop symphonique. Il n'y a pas de transfert entre le public qui va à la pop symphonique et
le public ne basculera pas nécessairement, et dans la très grande majorité des cas, ce ne sera pas le cas. Ils n'iront pas découvrir l'ancien répertoire. Ben, j'aimerais que les deux se prononcent là-dessus. D'accord, si je peux commencer rapidement. Là, Oui, allez-y. vous avez parfaitement raison là-dessus. Quand on fait des concerts pop symphoniques, c'est vrai qu'on attire du nouveau monde en salle. Le, le pourcentage de ces gens-là qui vont venir voir un concert purement classique ensuite est très, très faible. Il va peut-être y en avoir, mais il va être très faible. À l'opposé, quand on réussit à offrir au public une musique contemporaine, une musique plus récente dans un concert classique, ces gens-là vont peut-être découvrir cette musique contemporaine-là et s'y intéresser par la suite. Je pense que le pourcentage de réussite à ce moment-là est plus élevé que quand on parle du transfert du pop symphonique au concert classique comme tel. Très intéressant. André, qu'en pensez-vous? Ben, c'est une grande question parce que je pense qu'il y a. Si on part d'un peu plus loin, c'est un triste constat, puis pas juste au Québec, là, dans beaucoup de pays aussi, c'est qu'il manque beaucoup il en manque beaucoup de musique dans les écoles à partir d'un jeune âge. Beaucoup d'éducation, d'après vous. C'est sûr que puis les orchestres se battent, puis je le sais, là, parce qu'on se bat pour avoir du nouveau public, pour diversifier le plus possible les programmations, mais c'est sûr que ça peut partir de tellement plus loin. Juste d'avoir un accès à la musique classique d'un très jeune âge. Là, moi, je l'avais parce que j'ai une famille qui était dans la musique classique, dont j'avais accès à ça tout le temps. Mais c'est sûr que cet accès-là facile, puis sans créer des musiciens professionnels, mais juste créer un bassin de public qui va venir voir, qui sera intéressé par ce qu'on fait. Parce que idéalement, moi, j'ai été directeur musical à Kitchener-Waterloo, puis je pense que idéalement, c'est d'avoir un public qui va être fidèle, peu importe ce qu'on va jouer. Dans le sens qu'ils ils vont savoir qu'ils vont passer une belle soirée. Fait que c'est ça un lien de confiance au départ. Donc, ça, exactement. Vous allez pouvoir leur proposer ce que vous leur proposez. En fait. Mais c'est sûr sans que. nécessairement trop penser à l'impact, si c'est trop complexe ou pas. Non? Oui, mais c'est sûr qu'un transfert de public, des fois, ça peut se faire, mais c'est sûr que c'est plus compliqué parce qu'il y a un certain public pour un certain artiste, pop, par exemple, qui ne viendra pas nécessairement voir un concert de Mahler ou de Strauss. Ce qui est bien correct. De toute façon, on a tellement d'offres, tellement de différents concerts à Montréal, par exemple, qu'il y a un peu de tout pour tout le monde, puis c'est correct. Mais je pense qu'il faut absolument, en tout cas pour moi, je trouve ça important de garder ce qu'on fait dans la musique classique, puis garder cette tradition-là vivante parce que c'est des centaines d'années de musique. Puis, oui. Comme je le dis, je l'ai dit quand même assez souvent, c'est qu'il faut qu'on comprenne que les musiciens classiques, ils sortent des conservatoires ou des universités, ils sont formés pour jouer le grand répertoire parce que c'est tellement d'années de formation, puis c'est tellement c'est tellement d'heures de pratique à tous les jours que des fois, pour certains projets pop, c'est peut-être moins stimulant. Je peux dire comme ça, parce que les arrangements sont peut-être pas assez. Oui, pour des musiciens classiques, vous avez parfaitement raison. Évidemment, la pop, souvent l'influx classique dans la pop se résume à des arrangements assez simples, ce qu'on appelle de la moquette souvent. Puis, alors que vous êtes formé pour faire beaucoup plus, évidemment. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Puis je pense qu'il y a des gens qui font ça très bien, mais il ne faut pas tomber on va tout essayer de faire pour le plaisir à tout le monde parce qu'on a quand même le défi pour un orchestre symphonique, c'est quand même de garder ce qu'on fait de bien, puis ce pourquoi les gens sont formés à la base. Donc, puis je peux, tu sais, la musique de film comme Star Wars, je peux dire d'avoir joué aussi en tant que cordiste, là, c'est assez compliqué à jouer, puis il y a beaucoup de notes, là, puis que ça, c'est très stimulant aussi parce que ça donne quelque chose à jouer à tout le monde. Puis Maintenant, si on parle de votre programme, André Ferrer, du programme que vous allez diriger avec l'Orchestre symphonique de Laval, donc évidemment, c'est quand même très distinct de celui que dirigera Jean-Michel Malouf. C'est très différent, en fait. Alors, essayez de nous résumer les enjeux principaux. Évidemment, le Stravinsky est fondamental. C'est drôle parce qu'encore là, c'est un ballet.
la plupart des gens ne savent pas que les pièces qu'ils connaissent plus de Stravinsky sont des ballets pour la plupart, que ce soit L'Oiseau de feu, Le Sac du printemps ou Pulcinella, par exemple, qui sont les exemples les plus probants. Allez-y. Ben, c'est devenu, en fait, mais ça revient au même concept que pour le concert de Jean-Michel, c'est que historiquement, tout se relie. Tout se relie, tous les compositeurs se relient entre eux parce que tout le monde s'est inspiré de tout le monde, puis on peut aller jusqu'à très, très loin. Mhm. Là, la différence, c'est que tout le concert est basé sur de la musique baroque composée au 16e, au 17e siècle. Et il y a une période dans la musique fin romantique et même au 20e siècle où les compositeurs ont commencé à reprendre ces vieilles partitions-là puis de les remettre un peu soit au goût du jour, soit les rafraîchir ou soit les orchestrer d'une façon un peu plus moderne ou garder presque la même musique mais rajouter des petites différences ici et là. Donc, comme la musique de Star Wars est basée sur d'autres choses avant, ce concert-là était également basé sur la musique baroque du 17e siècle majoritairement. Donc, tout le concert est basé là-dessus un peu. Puis, il y a énormément de compositeurs qui ont travaillé dans ce sens-là. Puis, il y en a qui ont pris plaisir à le faire parce qu'on pouvait prendre des partitions très baroques, très légères, mais rajouter des instruments un peu inhabituels qu'on n'entendait jamais à l'époque. Donc, Stravinsky, ce qu'il va faire, c'est que soit des harmonies un peu plus dérangeantes par moment, sans vraiment changer la structure, ou les rythmes, comme Stravinsky est connu pour la rythmique un peu plus complexe, il va garder la musique, mais il va rajouter de la rythmique un peu plus compliquée. Donc, on a l'impression d'avoir entendu la musique, mais elle revient toujours de façon différente ou avec un ajout très subtil, ce que Stravinsky va faire toute sa vie. Ce qui est assez spectaculaire, c'est que le Sac du printemps qui a créé un scandale là, en 1913, Oui. ça, c'est après. Mais c'est quelques années après. C'est pas si loin que ça. Mais Pulcinella, c'est complètement une autre affaire. L'orchestre est 3 fois plus petit que le Sac du printemps, beaucoup plus léger, beaucoup plus humoristique, plus léger. Comme vous avez dit, on oublie que souvent, il y a quand même. Là, il y a des chanteurs en plus, mais il y a aussi les danseurs qui vont parce que c'est quand même c'est un ballet après tout. Mais la force de cette musique-là puis de Stravinsky, c'est que la musique en tant que telle est exceptionnelle par elle-même. Donc, c'est Oui. pour ça qu'on joue souvent la musique en concert parce que ça donne. On peut l'imaginer un peu visuellement ce que ça peut faire parce que la musique est déjà exceptionnelle à la base. Donc, c'est ça qui est Mhm. assez extraordinaire, c'est je pense pour ça la popularité de beaucoup de ballets, surtout de Stravinsky, qu'on peut jouer en concert parce qu'on n'a peut-être pas nécessairement besoin de l'aspect visuel et les orchestres symphoniques qui font pas nécessairement du ballet peuvent reprendre ce répertoire-là qui est assez difficile à jouer pour tout le monde. Donc, Mhm. c'est vraiment plaisant d'avoir un défi comme celui-là. Oui. Croyez-vous que cette œuvre-là est représentative de l'identité fondamentale de Stravinsky, puisque c'est une œuvre plus précoce, c'est-à-dire une œuvre de jeunesse presque? C'est dur mais Stravinsky a passé par plusieurs périodes différentes, très différentes l'une de l'autre. La première, c'est juste avant celle-là, c'est une période très romantique, très flamboyante. Là, on est dans quelque chose de plus léger. Je pense qu'il relie tout ça ensemble, c'est que Stravinsky avait un humour très pince sans rire. Et comme Mhm. il y a des petits rajouts très raffinés à gauche, à droite, sans vraiment changer la musique, l'architecture de la musique en tant que telle, mais comme je disais, il rajoute des petites choses de temps en temps. Et c'est surtout dans le caractère comme c'est écrit, mais comme je disais, le sacre est tellement pas loin de Pulcinella, mais c'est deux mondes complètement différents. Et ce qui est hallucinant aussi là-dedans, c'est le contexte historique, c'est que la Première Guerre mondiale, elle vient de finir. Donc, Mhm. d'écrire une musique comme celle-là, c'est assez, comme je disais, très humoristique, très léger.
avec les danseurs, c'est quand même assez intéressant. Et comme on parlait de musique moderne il n'y a pas très longtemps, je pense que le siècle qui vient de passer est tellement rempli de choses que j'ai l'impression qu'on a tout essayé parce que tout était un peu éclaté historiquement aussi. Donc, je pense que et on a la tête dedans aussi en ce moment. Maintenant, on le sait qu'est-ce qui est génial il y a 200 ans parce qu'on a fait un peu le tri Vous historiquement. avez du recul, on a du recul. Ouais, on sait qu'est-ce qui a bien vieilli, ce qui vieillit moins bien, ce qui vieillit carrément mal. C'est ça. Ouais. Si on parle de Grieg maintenant. Grieg, Grieg qui était un compositeur qui écrivait un peu à l'allemande et qui voulait un peu être dans cette atmosphère-là aussi. Pour ça que les concertos de piano, en fait, de Grieg, qui est très connu, ça ressemble beaucoup à celui de Schumann, mais qui est inspiré de celui de Schumann. Mais cependant, lui, il cherchait aussi une voix un peu plus personnelle et la suite Holberg, c'est comme la plupart des compositeurs romantiques faisaient appel à des chants ou à des danses folkloriques ou de la musique caractéristique de leur propre pays, comme la Norvège dans ce cas présent. Donc, c'est ça qui l'a distingué aussi. Et encore une fois, c'est une musique qui est basée sur une suite de danse baroque. Donc, c'est très simple, très léger. C'est écrit à l'origine pour piano, mais que Grieg lui-même a orchestré pour l'orchestre à cordes. C'est quelque chose qu'on entend tellement souvent, la suite Holberg. Moi-même, je l'ai joué quelques fois étant plus jeune, parce que ça se joue bien, ça coule bien, c'est pas très long, c'est quelque chose qui est très plaisant à jouer aussi. Donc, quelque chose d'un peu plus... et on voit bien que Grieg garde le léger, mais il est quand même un compositeur romantique après tout, donc il y a quand même des élans un peu plus passionnés dans cette suite-là. Et si on parle de Torino Respighi, ou est-ce qu'on dit Respighi ou Respighi? Respighi. Oui. Excusez-moi. Mais ça, en tout cas, pour moi, c'est un des compositeurs les plus sous-estimés ou les moins entendus, probablement. Il y a tellement de répertoires. J'écoutais dans les dernières semaines, il y a tellement de choses qu'on joue jamais, mais qui sont géniales. Génial. Quelqu'un qui écrivait, qui orchestrait merveilleusement bien. Il y a tellement de fraîcheur et de choses intéressantes. Un peu comme, je disais ça récemment, c'est de la musique italienne qui, un peu... Je peux comparer ça à la bouffe. Très simple, 2, 3 ingrédients, mais tellement frais, tellement bon, tellement tout est là. On n'a pas besoin de se compliquer la vie. J'ai l'impression que la musique italienne va un peu dans ce sens-là. Il y a quelques ingrédients, mais tout coule tellement facilement. La cuisine italienne est basée sur des procédés simples, mais avec des produits excellents. Oui, c'est ça. Donc, j'ai l'impression que la musique aussi, elle coule d'elle-même. Puis, toute la musique de Respighi est absolument extraordinaire. Bon, on connaît beaucoup Les Pains de Rome, qui est une œuvre gigantesque, mais il y a énormément d'œuvres un peu plus petites, en orchestration, en durée aussi, là, mais et comme cette suite-là, c'est une suite de danse, encore une fois, une danse baroque, basée sur la musique baroque, mais orchestrée un peu plus peut-être un peu plus moderne et plus romantique par moment, mais il y a énormément de musique de Respighi d'inspiration baroque italienne, surtout, là, mais où il rajoute toutes sortes d'instruments, là, comme le celesta ou certaines percussions. Donc, ça donne une autre couleur à cette musique-là. Très intéressant. Jean-Michel Malouf, on a abordé assez sommairement votre répertoire. Si on veut plonger un peu plus pour... Bon, évidemment, on a parlé de John Williams, des musiques de films versus les musiques originelles, entre guillemets. Mais si on veut être plus spécifique dans le programme que vous allez diriger, est-ce qu'on peut faire un petit descriptif sommaire des œuvres? Certainement. Tout d'abord, évidemment, on a les 3 Wagner qui vont ouvrir. Et il y a aussi combiné avec ça une des musiques de films. Je parlais tout à l'heure de la Valkyrie, par exemple, qu'on a tellement entendu au cinéma ou ailleurs. Je pense que la pièce par excellence classique qui a marqué le cinéma, c'est le début d'un Parlez Zarathustra qui a servi dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Ouais. C'est incroyable quand on y passe, 2001. Et puis donc, il va y avoir ça aussi qui va être intégré dans ce concert-là. Je pense que c'est
résume bien un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que là, on a De une Richard pièce Strauss. classique de Richard Strauss, exactement, qui ouvre qui ouvre le 2001 l'Odyssée de l'espace. Et aussi, on a l'autre Strauss, la valse, le Danube, Mhm. qu'on a aussi dans 2001 l'Odyssée de l'espace, dans une scène qui est tellement magnifique, qui est Oui, oui, tellement oui. dans un autre rythme d'ailleurs dans ce film-là. On a la valse on a la valse quasiment au complet, je pense, envoyer un vaisseau qui flotte tranquillement dans l'espace. Ça dure 10 minutes. C'est un rythme qu'on voit plus vraiment au cinéma maintenant, là. Donc, il va y avoir ça également, c'est une musique tellement raffinée, puis on parlait de simplicité, André parlait avec justesse tantôt de la simplicité de la musique italienne, mais aussi dans ces valses-là, des mélodies tellement simples, c'est une musique de danse qui est tellement simple aussi. Les structures, je veux dire, on s'y retrouve tellement facilement, des rythmiques qui ont rien nécessairement là, d'innovatrices ou qui vont rien chambouler, mais dans ces valses, je veux dire, il y a une espèce de confort d'entendre ça et c'est de la légèreté. C'est tellement agréable à écouter et c'est tellement agréable de regarder un orchestre. Moi, je trouve jouer ça. J'ai assisté souvent à des concerts où on joue des valses de Strauss et puis il y a un plaisir qui transparaît là, d'interpréter cette musique-là au niveau de l'orchestre. Donc, c'est vraiment des beaux moments de concert. Oui, il y avait vraiment une intention de communication au 19e siècle. Richard Wagner, il faisait des gros shows, en fait. C'est les Ben premiers oui, grands spectacles multidisciplinaires de l'histoire prémoderne. Et ce qui a été remplacé, c'était les comédies musicales, les spectacles multimédia aujourd'hui. Il y a toutes sortes de choses, des œuvres multidisciplinaires impliquant l'image, des décors, etc. Évidemment, avec le exact. petit écran, le grand écran, ça a considérablement changé, mais l'intention originelle est la même. On parle de ces productions-là, là, c'était plus que de grande envergure, c'était des plans de fous, là, quand on pense aux opéras, à ces opéras de Wagner. Les productions, ça devait être hallucinant, puis il n'y avait pas les technologies qu'il y a maintenant, puis Exactement. c'était vraiment des idées de grandeur incroyables. Oui, exactement. Et donc, maintenant, le lien avec l'hiver, on l'a abordé au début de notre entretien, mais euh, qu'est-ce qui vous a fait choisir ces œuvres-là dans un contexte hivernal, en plein milieu de janvier, à fin janvier, en fait? Avez-vous une idée ou bien c'est très difficile, on ne peut pas strictement mettre des musiques scandinaves parce que ça vient du Non, Nord? non, c'est ça, exactement, mais c'est des musiques plus nordiques. Et évidemment, quand je pense au Seigneur des Anneaux, par exemple, il y a beaucoup, beaucoup de passages. Je pense que c'est particulièrement dans le premier film, là, où ils se sont dans la neige, puis ils se promènent juste à Oui, oui, regarder le film. Moi, j'avais froid, là. C'était tellement tout le temps pris dans la neige. Ils sont toujours, puis là, tu vois les ocres qui ont juste leur espèce de petite armure, puis sont nus peau, puis ils se promènent là-dedans. Puis à chaque fois, je me dis, bon, quelle ambiance tu sais, ça, je pense que ça se prête très bien. Au niveau puis dans la guerre des étoiles aussi, il y a une scène en particulier où Luke est pris dans la neige, il se fait attaquer par, je sais pas comment on appelle cette bébête-là, là, une espèce de gros toutou blanc, là. Mais il est pris dans la neige, puis là, Yann Solo va le chercher, puis il est pris dans 3, 4, 5 pieds de neige, là. Donc, il y a des liens avec l'hiver dans ces musiques-là oui, aussi. c'est vrai. Au niveau C'est des vrai. opéras de Wagner, on est dans le même si c'est peut-être pas les mêmes. Il y a quand même un aspect de tempête, de température hivernale, si on peut dire, même si on n'est pas parfaitement nordique. Il y a quand même Mais un ça se lien là, passe dans un qui pays est où il y a de évident. l'hiver, en tout cas, c'est sûr. Exact, exact. Ouais. Ouais. Et André, de votre côté, le choix des œuvres dans un Je, contexte hivernal? je pense que j'ai l'impression que aussi le but du festival, c'est d'avoir une espèce de fin de semaine un peu éclectique qu'on trouve rarement du concert normal de saison là, avec un soliste, avec une œuvre symphonique. Puis j'ai l'impression que tous les concerts qui se suivent dans cette fin de semaine-là sont un peu là-dedans où même si on joue une œuvre assez substantielle comme Pulcinella de Stravinsky, ça prend quand même les chanteurs, les danseurs, donc il y a un aspect un peu plus visuel là-dedans. J'ai l'impression que c'est ça aussi le concept de juste amener une autre perspective de la musique classique que de toujours jouer à peu près les mêmes symphonies. Donc, comme je disais, c'est pour ça que certaines parties du répertoire, c'est pas moi nécessairement que j'ai choisi, et ça arrive des fois qu'on
on se fait offrir des programmes et qu'on accepte ou on n'accepte pas, mais la plupart du temps, c'est toujours des bons programmes, là. Donc, je pense pour ça que. Et j'étais content aussi d'accepter ça parce que, comme je disais, le ballet intégral, on l'entend tellement pas souvent et on le voit rarement danser encore plus. Fait que c'est quand même un bon défi. Oui, c'est très intéressant. Et donc, si on regarde vos propres activités en tant que chef, André Ferrer et Jean-Michel Malouf, ça serait très intéressant de savoir où vous logez en plus. Bon, là, vous êtes des chefs invités. Il n'y a pas de chef principal en ce moment à l'OSL. Donc, vous êtes des chefs invités, mais vous avez des fonctions aussi. Vous avez des projets. Peut-être vous pouvez nous résumer vos activités prochaines. André, peut-être le premier? C'est sûr que moi, je me retrouve un peu dans un entre-deux présentement parce que j'avais un poste pour 5 ans qui malheureusement n'existe plus. Là. Mais à Kitchener-Waterloo, en Ontario. Ah, c'est ça, quand vous en avez parlé tout à l'heure. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est fini. Et pour l'instant, je me cherche des nouveaux projets. Je suis un peu, je voyage un peu à gauche, à droite. Et en fait, le problème, c'est que comme l'année prochaine et dans 2 ans, c'est encore en construction, puis c'est pas encore officiel non plus. C'est un peu difficile pour moi de dire exactement, un peu plus précisément ce qui va venir parce que. Vous avez des idées, mais c'est pas le temps d'en parler. Pas encore parce que c'est ça. Il y a plein de projets qui sont presque officialisés, mais pas tous. Donc, c'est un peu. Je suis un peu entre. On comprend bien. Ce qui est sûr, on comprend bien que vous allez être très occupé de toute façon. Oui. Et vous, Jean-Michel? Il faudrait vous ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Oui, merci, voilà, je suis là. Je viens d'avoir un nouveau poste à l'Orchestre symphonique de Sherbrooke. J'étais déjà à l'Orchestre du Saguenay. Donc, présentement, je fais toujours les deux. Donc, évidemment, ça m'occupe passablement, que ce soit au niveau d'aller diriger les concerts, mais il y a évidemment aussi toute la préparation des saisons et tout ça. Et puis, j'ai plusieurs trucs de chef invité. Là, je vais avoir un hiver quand même assez occupé. Je vais me promener entre évidemment Sherbrooke et Chicoutimi, en plus d'être à l'OSM et à l'OSQ et au Centre national des arts. Donc, je vais faire. Je reste à Montréal. Ma femme et mes enfants sont à Montréal, mais je vais faire je vais me promener beaucoup pour aller à tous ces engagements-là, mais je m'en plains pas. Je suis très heureux d'avoir un hiver très occupé cette année. Super. En conclusion, que pensez-vous de là où est rendu l'Orchestre symphonique de Laval, puisque vous avez déjà commencé à travailler avec cette équipe qui a eu d'ailleurs une excellente idée de faire ce festival-là, on l'a déjà dit, on le souligne une fois de plus. Je pense que moi, je dirais, en tout cas, les gens qui sont là, avec qui j'ai communiqué, il y a Karine et Simon, je les connaissais déjà très, très bien. J'avais travaillé avec eux à l'orchestre de Thunder Bay il y a plusieurs années. C'est des gens avec qui je m'entends très bien. Et dans toute l'organisation de ce week-end-là, j'ai senti vraiment une organisation très, très solide. Évidemment, c'est un orchestre qui a plus de direction artistique depuis quelques années. Je pense que éventuellement, ça va être bon pour eux de remédier à la situation. Mais l'impression que j'ai à propos de cette fin de semaine-là et de ce projet-là, de la façon que c'est mené, je pense qu'on est sur la bonne voie à l'OSL pour reprendre le collier. Oui. Et vous, André? Oui, exactement. Moi, j'ai vu le premier concert d'ouverture de la saison en septembre. J'ai assisté dans la salle, puis il y avait un bon public. Les gens étaient contents d'être là. Puis je pense que comme dans chaque orchestre, en fait, il y a des périodes de transition et c'est normal, comme ils sont en recherche de chef. Donc, ça va peut-être prendre 1 an ou 2 encore pour préciser. Pour préciser et peut-être aller dans une autre direction, mais ces transitions-là sont normales. Puis je pense aussi que c'est quand même c'est tout un défi de sortir de la pandémie et d'essayer de naviguer là-dedans parce que ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu malheureusement et heureusement, il y a eu quand même pas mal d'argent du gouvernement qui a été coupé cette année. Donc, durant la pandémie, il y a eu de l'argent supplémentaire qui a été complètement coupé pour cette année. Donc, j'ai l'impression que ça va être quand même un bon défi pour la plupart des orchestres de continuer parce que c'est quand même
c'est quand même, c'est tout un défi, je peux dire, de garder plus ou moins les mêmes budgets pour certains orchestres, les mêmes budgets qu'il y a 10, voire 15 ans. Aujourd'hui, où les coûts ils sont tellement énormes, là, fait que je pense que j'ose espérer que le futur va être relativement plus intéressant que ce qu'on pense. Que Ouais. s'annonce. Parce que même le mandat d'un orchestre comme celui de Laval est très, très important et très crucial parce que c'est sûr qu'à Montréal, il y a tellement de choses qui se passent, mais je pense que c'est important d'avoir un orchestre solide dans une communauté qui n'est pas la même qu'à Montréal. Donc, je pense que c'est très important de garder ce mandat-là fort et important parce que c'est crucial. Là. Chose certaine, je pense, en tant qu'observateur, n'avoir jamais autant observé d'interventions symphoniques ou avec des grands orchestres. En ce moment, il y a une multiplication d'orchestres, non seulement hors de l'île de Montréal, mais même dans l'île. Et donc, on voit que l'offre est beaucoup plus considérable qu'elle n'a déjà été, surtout avec le persillage des œuvres populaires et le répertoire classique, comme on en a parlé. Ouais. Ben écoutez, Jean-Michel et André, je vous remercie infiniment de nous avoir accordé cette interview à Panem. On va en rendre compte, on va diffuser ça sur notre plateforme et évidemment, on sera là à vos programmes respectifs pour en témoigner. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bye. Au revoir. Bye.